Mais qu'est-ce que vous faites depuis 1 heure? Je fais un succès, t'occupe. Yes! Bon allez, c'est parti pour les 2 millions. Les gamers, les gameuses, mais surtout les collectionneurs de succès vous le diront. Il est possible de passer plusieurs heures sur une tâche chiante, répétitive et sans réel intérêt, dans le simple but de débloquer un trophée, un succès, ou qu'importe le nom que vous donnez à ces récompenses virtuelles qui ne serviront au final qu'à augmenter la taille de votre e-pénis. Je pense que vous le dites comme ça parce que vous êtes aigri d'être nul une manette à la main et que généralement vous n'arrivez pas à débloquer la plupart des succès. Oh Al, comme tu m'avais manqué. Là vous le dites comme ça parce que c'est pas vrai. Cet acharnement à effectuer une tâche pénible dans le simple but d'obtenir une récompense virtuelle peut paraître étrange, voire risible. Alors imaginez continuer à travailler dans le monde réel des vrais gens dans le simple but d'obtenir une récompense virtuelle. Impensable, non ? Eh bien pourtant, c'est ce que l'entreprise Uber, une société qui met en relation des clients et des chauffeurs, a mis en place pour inciter ses chauffeurs à travailler plus et plus longtemps. Salaud! Le problème que rencontre Uber, c'est que ces chauffeurs sont des travailleurs indépendants. Puisqu'il s'agit de travailleurs indépendants, ils choisissent leurs horaires. Et tout ça, c'est bien. Mais du coup, ça pose un souci. Qu'ils choisiraient consciemment des horaires pénibles alors que ce n'est pas obligatoire. Ainsi, les chauffeurs peuvent donc décider de leurs horaires de travail, des créneaux et des quartiers qui leur paraissent le moins pénibles. Et donc, afin d'inciter les chauffeurs à travailler plus, l'entreprise s'est tournée vers des spécialistes en sciences sociales et en data scientifique, qui leur ont concocté un petit stratagème aussi ludique qu'efficace. Salaud! Lorsque certains paliers sont atteints, comme un certain nombre de kilomètres parcourus, les chauffeurs reçoivent des encouragements. Et quand ils se déconnectent de l'application à une heure où Uber préférait qu'ils continuent à travailler, les chauffeurs voient apparaître des messages comme « Encore une course et vous atteignez 300 $. Le message incite alors le chauffeur à faire une nouvelle course. Il serait dommage de passer à côté de ce nouveau succès. Uber remplit donc son interface de petits signes dollars, de schémas, mais aussi de badges à gagner. Par exemple, un petit Groucho Marx pour les conducteurs les plus rigolos. Et le pire dans tout ça, c'est que ça marche. Ce procédé, c'est ce que l'on nomme gamification ou ludification en français. Il s'agit d'intégrer des mécanismes de jeu, vidéo ou autres, tels que la narration, la notion de compétition ou bien des récompenses, afin de rendre une tâche ennuyeuse, inutile et inintéressante en quelque chose de fun et bigarré, frais et bien formé. C'est une technique super fourbe pour vous inciter à faire quelque chose que vous auriez normalement eu la flemme de faire. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est « Mais comment ça fonctionne ?» Pour comprendre pourquoi la promesse d'une récompense incite une personne à effectuer une action, il faut déjà se demander ce qui fait la motivation. Et pour cela, on va se tourner vers les travaux de Mathias Pessiglione et de son équipe, qui s'intéressent à l'ensemble des mécanismes cérébraux qui sous-tendent les processus motivationnels. Et à la base, s'ils étudient ça, c'est pour pouvoir aider les personnes avec des problèmes motivationnels, comme cela peut se rencontrer par exemple dans la dépression. Et la première question qu'il faut alors se poser, c'est mais c'est quoi la motivation ? Parce que la motivation, c'est avant tout un concept que l'on comprend intuitivement, mais qu'il est difficile de définir. Il fut une époque où l'on estimait que la motivation avait pour origine un besoin qu'il fallait combler. J'ai faim, je dois manger, cela me motive à trouver de la nourriture. J'ai soif, si je ne bois pas, je meurs, donc je vais trouver de l'eau, etc., etc. À ces besoins, on va ajouter la notion de récompense. Ces récompenses vont être des stimuli qui renforcent nos actions, à savoir qui vont nous inciter à les répéter. La meilleure illustration expérimentale de tout cela, c'est la fameuse cage ou boîte de Skinner, un dispositif expérimental inventé par B.F. Skinner au début des années 1930 dans le but de simplifier l'étude des mécanismes du comportement. Nous sommes face à un rat, dans une cage, pouvant appuyer sur un bouton. Le rat recevra systématiquement une friandise s'il appuie sur le bouton, donc une récompense. En récompensant le rat par de la nourriture chaque fois qu'il appuie sur le bouton, cela se produira de plus en plus souvent au fil du temps. On voit donc un renforcement positif du comportement, à savoir que le rat répétera cette action. Plus tard, l'expérience de Holt et Milner permit la découverte dans le cerveau d'un centre du plaisir et la compréhension de ce que l'on nomme circuit de la récompense. Cette expérience de 1954 est, chose amusante, le fruit d'une maladresse expérimentale.
Initialement, en implantant des électrodes dans le cerveau de rat, pouvant être activées par le rat lui-même à l'aide d'un bouton, les chercheurs visaient à étudier le comportement des rats qui devaient, en toute logique, se mettre à fuir le bouton. Le choc ressenti après avoir activé le bouton était supposé être désagréable. Mais voilà qu'un des rats, surnommé Jack, montra un comportement bien étrange, puisque plutôt que de fuir la pédale, ou de s'en désintéresser, le petit rongeur se mit à revenir de façon compulsive vers celle-ci, préférant l'actionner plutôt que de manger ou de boire. Après vérification, l'électrode de Jack touchait l'aire septale, une aire du circuit du plaisir, et non l'arrière de l'hypothalamus comme elle aurait dû le faire. Le rat prenait donc du plaisir en appuyant sur le bouton. C'est amusant parce que j'ai justement une vidéo de vous qui prend du plaisir en appuyant sur votre... Extinction, extinction. Je disais... Cette première expérience, suivie de bien d'autres, a permis la mise en avant de zones spécifiques au plaisir et d'un circuit nommé circuit de la récompense, qui est généralement représenté comme étant l'interconnexion de 4 zones précises du cerveau. Le cortex préfrontal, le siège des différentes fonctions cognitives dites supérieures, comme le langage, la mémoire de stockage des souvenirs ou mémoire à long terme, le raisonnement, les prises de décision. L'aire tegmentaire ventrale, un groupe de neurones qui vont produire de la dopamine, un neurotransmetteur clé dans le circuit de la récompense. Et le noyau accumbens, et je ne suis pas sûre que je le prononce bien, qui est une structure impliquée dans le système de récompense, mais aussi l'assuétude, l'accoutumance, la dépendance, le rire, le plaisir, la peur et l'effet placebo. Il est aussi impliqué dans la perception de la douleur. Et enfin le thalamus, un capteur ou centre intégrateur du corps, qui va intégrer des stimuli nerveux et y répondre en entraînant une modulation de la réponse de notre cerveau. La boucle de ce circuit part du cortex, pour venir au niveau du noyau accumbens, puis dans l'aire tegmentale ventrale, qui va alors produire de la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur, connu aussi sous le nom d'hormone du bonheur. Elle va aider à mémoriser le scénario comme étant à connotation positive, et donc nous donner le sentiment que faire cette action est bien agréable, et donc à refaire. Puis le circuit revient au cortex via le thalamus. Ce circuit entraîne donc une sensation de satisfaction et de bonheur que l'on va lier à une action, nous poussant à la répéter. Mais pourquoi les récompenses ont-elles la capacité de renforcer un comportement? Parce qu'elles viennent réduire un besoin. Et d'où provient ce besoin? De la nécessité de maintenir certaines variables internes à un niveau constant. Mais alors comment expliquer la gourmandise? Manger n'est pas forcément la réponse à un besoin, c'est parfois la simple satisfaction d'une envie. Est alors née l'idée que les récompenses ne viennent pas satisfaire un besoin, mais donner du plaisir. Cette idée s'accorde d'ailleurs bien plus avec les récompenses non liées à un besoin primaire, comme par exemple la reconnaissance sociale ou le sentiment d'avoir agi selon la morale. La motivation est donc liée à la satisfaction d'obtenir une récompense, et c'est en prenant cette donnée que l'on va pouvoir commencer à influencer sur la motivation et donc à penser gamification. Car en effet, si l'on peut récompenser quelqu'un avec des récompenses qui ne sont pas liées à des besoins primaires, on va pouvoir commencer à influencer leur comportement en leur proposant des récompenses adéquates. Pour faire simple, on peut voir la motivation comme une balance entre 2 facteurs clés. Le coût et la récompense. Le coût va correspondre à ce que va nous coûter cette action, en termes de temps et d'effort par exemple. La récompense va être, comme nous l'avons vu, ce que l'action va nous apporter de concret ou moralement, positivement parlant. Ainsi, si une action est longue, pénible et surtout non vitale, et qu'elle ne va pas nous apporter de récompense intéressante, on va avoir tendance à ne pas effectuer l'action en question. On va procrastiner quoi. Au contraire, si la récompense nous semble à la hauteur de ce que nous allons dépenser, nous allons nous motiver à effectuer la tâche. En sachant tout cela, on peut facilement comprendre qu'en rajoutant des récompenses, même non tangibles, comme un succès, on va ajouter du poids dans la balance des récompenses, et donc venir influencer la motivation. Nous avons vu avec l'exemple d'Uber que la gamification pouvait en effet influencer la motivation de salariés. Et le papier de Joa Mari, très justement intitulé « Does Gamification Work ?» ou « Est-ce que la gamification ça fonctionne ?», va aussi dans ce sens, en soulignant cependant les limites de ce procédé. Notre caractère, le contexte d'utilisation, notre habitude et compréhension des mécanismes de gamification, la mise en place d'un système concurrentiel, comme par exemple un tableau des meilleurs scores. L'ensemble de ces éléments vont avoir un effet sur la vision que nous avons de la récompense, sur la valeur que nous lui donnons, et donc sur notre motivation à effectuer une action.
Ainsi donc, comme nous l'avons vu, la gamification ça fonctionne, et plutôt bien. Et heureusement, ce n'est pas utilisé que par des managers dans le but de nous faire travailler plus pour gagner moins. De nombreuses applications en ligne, de renforcement des habitudes et de gestion du temps l'utilisent pour aider des gens au quotidien à mieux planifier leur vie active. On peut par exemple citer le jeu Habitica, où pour faire monter de niveau son personnage, il faut réaliser des tâches que nous avons nous-mêmes définies dans une checklist, ou bien au contraire, réussir à ne pas effectuer une action vue comme étant une mauvaise habitude, comme fumer ou grignoter par exemple. On voit aussi émerger des idées de gamification à l'école, afin de rendre les étudiants plus actifs, plus motivés, par un processus d'apprentissage ludique. L'exemple le plus connu est alors Classcraft, qui vise à renforcer la coopération en classe. Emprunté à l'univers du RPG, il propose de mettre en place des quêtes, permettant d'obtenir des récompenses réelles, comme manger en classe ou autre. On peut aussi voir Pokémon Go comme étant une gamification de la marche par exemple. En bref, la gamification prend son essor, et cela grâce à la compréhension de mécanismes qui sous-tendent notre motivation. Sommes-nous sur le point de voir émerger un monde de MMORPG où chaque action sera une quête à récompenser? L'avenir nous le dira. Et pour la grande joueuse que je suis, c'est à la fois une perspective qui m'enchante, tout en me laissant sceptique. En attendant, moi je vais récolter mes points d'XP.